Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une source assez audacieuse, on peut le dire. Oui, carrément. Rendre accessible une brève histoire du temps de Stephen Hawking. C'est pas une mince affaire, hein. Non, c'est clair. Et là, c'est la version coécrite avec Leonard Modino, donc un peu plus directe et surtout mise à jour avec les dernières recherches. Notre mission, c'est un peu de refaire tout ce voyage, de voir comment notre vision de l'univers a évolué. Des mythes anciens jusqu'à la théorie des cordes, quoi. Exactement. Et pour commencer, le livre s'ouvre sur une anecdote que je trouve géniale. Ah oui, l'histoire de la tortue. C'est ça. Un scientifique, peut-être Bertrand Russell, termine sa conférence sur l'astronomie. Et là, une vieille dame lui dit « Tout ça, c'est n'importe quoi. Le monde, c'est une assiette plate sur le dos d'une tortue géante. Et le scientifique, un peu amusé, il demande. Et sur quoi repose la tortue ?» Et là, elle le fusille du regard et elle répond « Vous êtes très malin, jeune homme, mais c'est des tortues jusqu'en bas. » J'adore cette histoire. Parce qu'elle pose la question de fond de tout le livre, en fait. Comment on sait ce qu'on sait? Voilà. Et ça nous rappelle à quel point le cosmos est immense et juste bizarre. Ça défie complètement notre intuition. Le livre le montre bien avec des chiffres qui donnent le vertige. Ah, mais complètement. Prends Mercure. Le jour, il fait plus de 400 degrés. Et la nuit? Ça plonge à moins 200. C'est des extrêmes de dingue. Et les distances? On parle même plus en kilomètres. Non, ça n'a plus de sens. On utilise l'année-lumière. C'est la distance que la lumière parcourt en un an. C'est-à-dire? Presque 10 000 milliards de kilomètres. C'est ça. Et l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, elle est à 4 années-lumière. Et ça voudrait dire quoi, y aller avec nos fusées actuelles? 10 000 ans de voyage. 10 000 ans. D'accord, ça remet les choses en perspective. C'est carrément. Alors comment on est passé de cette histoire de tortue à ça? Le vrai point de départ, c'est chez les Grecs. Aristote, j'imagine. Exactement. Déjà en 340 avant Jésus-Christ, il avait des arguments hyper malins pour dire que la Terre était ronde. Ah oui, l'histoire de l'ombre sur la Lune. C'est ça. Pendant une éclipse, l'ombre de la Terre est toujours ronde. Si la Terre était plate, l'ombre serait parfois une ellipse toute fine. C'est imparable en fait. Et il y avait aussi l'histoire des bateaux à l'horizon. Oui, on voit les voiles avant de voir la coque, preuve de la courbure. C'est brillant. Et ça a mené à quoi? Au premier grand modèle de l'univers? Au modèle de Ptolémée. C'était logique pour l'époque, hein. La Terre est au centre, immobile. Et tout tourne autour de nous. Voilà, le Soleil, la Lune, les planètes, sur des sphères de cristal. Et ce modèle, il a tenu 1500 ans. 1500 ans, c'est énorme. Pourquoi si longtemps? En grande partie parce qu'il a rangé bien l'Église. Ah oui, c'est vrai. L'humanité au centre de la création, et puis, au-delà de la dernière sphère, il y avait de la place pour le paradis et l'enfer. C'était un cosmos bien rangé. Bien rangé jusqu'à ce qu'un certain Copernic vienne tout chambouler en 1514. Et il ose dire, et si c'était le Soleil le centre? Une idée tellement folle qu'il l'a fait circuler anonymement au début. Oui, il craignait d'être accusé d'hérésie. Et puis, Galilée est arrivé. Avec son télescope. Et il a vu des lunes tourner autour de Jupiter. C'était la preuve. La preuve que tout ne tournait pas autour de la Terre. Mais le vrai coup de grâce, c'est Newton, en 1687. Complètement. Là, c'est le moment où le cosmos cesse d'être magique pour devenir physique. C'est-à-dire? Jusque-là, on imaginait des lois pour la Terre et d'autres lois parfaites, divines, pour les cieux. Et Newton arrive et dit « non, Juste, non. non ». La force qui fait tomber une pomme d'un arbre est exactement la même que celle qui maintient la Lune en orbite. C'est une idée folle pour l'époque. C'est une révolution. Le ciel et la Terre obéissent aux mêmes règles. On n'est plus au centre de quoi que ce soit. On est juste une partie d'un grand mécanisme. Un mécanisme d'horlogerie, hyper précis, prévisible. On aurait pu croire que c'était la fin de l'histoire. On aurait pu. Mais il y a eu un grain de sable. La lumière. La lumière, les équations de James Clerk Maxwell, en 1865, disaient un truc bizarre. La lumière voyage à une vitesse fixe. Et ça ne collait pas du tout avec Newton. Pourquoi? Chez Newton, la vitesse est toujours relative. Si tu es dans un TGV et que tu lances une balle, sa vitesse pour toi n'est pas la même que pour quelqu'un sur le quai. Logique. Oui, mais Maxwell disait que la vitesse de la lumière, elle, est la même pour tout le monde. Que tu sois sur le quai ou dans une fusée, tu mesureras toujours la même chose. 300 000 km par seconde. C'était une contradiction totale. Une crise profonde pour la physique. Et c'est de cette crise qu'a émergé Einstein? En 1905. Et au lieu d'essayer de contourner le problème, il l'a pris de front. Il a dit « Ok, partons du principe que c'est vrai, la vitesse de la lumière est absolue.
Et la conséquence de ça est juste dingue. C'est la fin du temps universel. Explique-nous ça. Si la vitesse de la lumière est la même pour tous, mais que deux personnes en mouvement ne sont pas d'accord sur la distance que la lumière a parcourue, Alors, elles ne peuvent pas être d'accord sur le temps que ça a pris. voilà. Le temps n'est plus un fleuve qui s'écoule pareil pour tout le monde. Chacun a sa propre mesure du temps. Le temps ralentit pour celui qui bouge vite. Attends, ça veut dire que le paradoxe des jumeaux, c'est pas de la science-fiction? Si je pars dans une fusée très rapide et que je reviens, je suis vraiment plus jeune que mon jumeau resté sur Terre? C'est exactement ça. Et c'est un fait, mesuré, confirmé des milliers de fois. Les horloges des satellites GPS doivent corriger cet effet en permanence. Sinon, ils nous enverraient dans le décor. Exactement. Einstein a brisé l'idée d'un espace et d'un temps séparés. Ils sont liés, c'est un tissu unique, l'espace-temps. Et de là vient l'équation la plus célèbre de l'histoire. E égale mc2. La masse et l'énergie, c'est les deux faces d'une même pièce. Mais il y avait encore un souci. Ça ne marchait pas avec la gravité de Newton. Non. Pour Newton, la gravité est instantanée. Si le Soleil disparaissait, paf, la Terre sortirait de son orbite à la seconde même. Alors que pour Einstein, rien ne peut aller plus vite que la lumière. C'est ça. Il lui a fallu 10 ans de plus pour résoudre ce puzzle. 10 ans de travail acharné. Pour aboutir, en 1915, à la relativité générale. Et là, l'idée est encore plus folle. Plus folle que le temps qui ralentit? Oui. La gravité n'est pas une force qui tire. C'est une déformation de l'espace-temps lui-même. Comme une boule de bowling sur un trampoline. C'est l'image classique. Une masse, comme le Soleil, creuse l'espace-temps. Et la Terre, qui essaie d'aller tout droit, ne fait que suivre cette courbure. Le livre utilise une super analogie pour ça. L'avion qui vole droit au-dessus des montagnes, Oui, et son ombre sur le sol, elle, suit un chemin courbe. exactement, c'est ce que font les planètes, Et cette théorie, on l'a prouvée. de manière spectaculaire. D'abord, elle a expliqué une petite anomalie dans l'orbite de Mercure. Et surtout, elle prédisait que la lumière elle-même devait être déviée par la gravité. Ce qui a été observé en 1919, pendant une éclipse. Oui. Des astronomes ont mesuré la position d'étoiles près du Soleil et leur lumière était bien courbée. Einstein est devenu une star mondiale du jour au lendemain. Il y avait une autre prédiction, non? Sur le temps. Oui, que le temps s'écoule plus lentement près d'un corps massif. Ça aussi, ça a été mesuré en 1962, Comment? avec des horloges de précision, une en bas d'un château d'eau, une en haut. L'horloge du bas, plus proche de la Terre, tournait un tout petit peu plus lentement. C'est incroyable. Donc avec Einstein, on a cette nouvelle image d'un univers dynamique, courbe. Flexible. Et c'est cette vision qui a permis les découvertes suivantes. Celle d'Edwin Hubble dans les années 20. Hubble, il a fait 2 découvertes majeures. La première, en 1924. Notre galaxie, la Voie lactée, n'est pas seule. Il y en a des milliards d'autres. L'univers est devenu beaucoup, beaucoup plus grand d'un seul coup. Et la deuxième, en 1929, en analysant la lumière de ces galaxies, il a remarqué un truc bizarre. Le fameux redshift, le décalage vers le rouge. C'est ça. C'est l'effet Doppler, comme la sirène d'une ambulance qui devient plus grave quand elle s'éloigne. Et il a vu que toutes les galaxies s'éloignaient de nous. Toutes. Et que les plus lointaines s'éloignaient le plus vite. Conclusion inévitable. L'univers est en expansion. L'analogie du ballon de baudruche marche bien. On dessine des points sur un ballon, on le gonfle, tous les points s'éloignent les uns des autres, sans qu'il y ait de centre. C'est fou. Et Einstein lui-même détestait cette idée. Il la détestait. Il était tellement sûr que l'univers devait être statique, éternel, qu'il avait ajouté un terme dans ses équations pour le forcer à être immobile. La constante cosmologique. Il a dit plus tard que c'était la plus grande erreur de sa vie. Et si l'univers est en expansion, ça veut dire que si on rembobine le film Il était plus petit, plus dense, plus chaud dans le passé. jusqu'à un point de départ, Le Big Bang. Il y a environ 13,8 milliards d'années, tout ce qu'on connaît, l'espace, le temps, la matière, était concentré en un point, une singularité. nos lois physiques s'effondrent à ce moment-là. On ne peut pas dire ce qu'il y avait avant, puisque le temps lui-même a commencé là. C'est ça. Et on a des preuves de ça. Ce n'est pas juste une belle histoire. Oh que non, c'est une théorie extraordinairement solide. Elle prédit par exemple la composition de l'univers primordial, 75% d'hydrogène, 25% d'hélium. C'est exactement ce qu'on observe. Et il y a la preuve la plus Et éclatante. découverte par hasard en 1965. 2 ingénieurs, Penzias et Wilson, testaient une grande antenne radio. Et ils captaient un bruit de fond partout, un souffle. Ils pensaient que c'était un problème technique? Ils ont tout essayé. Ils ont même nettoyé les fientes de pigeons sur l'antenne. Sérieusement.
les fiondes de pigeons. Absolument. Mais le bruit était toujours là. En fait, il venait de découvrir le rayonnement de fonte cosmologique. L'écho du Big Bang. C'est ça, le rayonnement fossile de l'époque où l'univers était une boule de feu qui s'est refroidie avec l'expansion. C'est une photo de l'univers bébé. Fascinant. On a donc une histoire du début. Et la suite, les étoiles, les galaxies. Et nous. Le livre parle beaucoup des trous noirs. Oui, parce que c'est la conséquence ultime de la gravité d'Einstein. Quand une étoile très massive meurt, Son cœur s'effondre sur lui-même, et rien ne peut arrêter l'effondrement. Ça crée un trou noir, une région où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'échapper. mais c'est la mort de ces étoiles qui permet la vie, c'est ça? Exactement. Quand ces étoiles explosent en supernova, elles dispersent dans l'espace tous les éléments lourds qu'elles ont fabriqués. Le carbone, l'oxygène, le fer. Tous les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Notre Soleil est une étoile de deuxième ou troisième génération. Il s'est formé dans un nuage qui contenait déjà les cendres d'étoiles mortes. Donc, chaque atome de nos corps, Chaque atome de carbone dans tes cellules, chaque atome de fer dans ton sang, a été forgé au cœur d'une étoile qui a explosé il y a des milliards d'années. on est des poussières d'étoiles. C'est pas une métaphore, c'est une réalité physique. C'est une pensée assez vertigineuse, hein. Mais ce tableau, aussi incroyable soit-il, ne décrit que l'infiniment grand. C'est ça. Si on zoome sur l'infiniment petit, le monde de l'atome, on entre dans un univers complètement différent. La mécanique quantique. Et là, les règles ne sont plus du tout les mêmes. C'est un monde qui défie toute logique. Le principe de base, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. Oui, on ne peut jamais connaître en même temps, et avec une précision parfaite, la position et la vitesse d'une particule. Plus tu connais l'une, plus l'autre devient floue. C'est la fin du rêve d'un univers horloge, totalement déterministe. Exactement. L'univers, à son niveau le plus fondamental, a une part de flou, de hasard. Et la mécanique quantique ne prédit plus des certitudes, mais des probabilités. C'est ça. L'exemple le plus fou, c'est l'expérience des deux fentes. Ah oui, on envoie un électron, une seule particule, vers un mur avec deux fentes. Et il se comporte comme une onde qui passe par les deux fentes en même temps pour interférer avec lui-même de l'autre côté. Comment une chose peut-elle être à deux endroits à la fois? Personne ne le sait vraiment. On sait le calculer, mais l'interpréter, c'est un casse-tête. Et c'est là qu'on arrive au plus grand problème de la physique aujourd'hui. Le fait qu'on a deux grandes théories. La relativité générale pour le grand, la mécanique quantique pour le petit. Et elles sont incompatibles. Totalement. Elles sont basées sur des principes qui s'excluent. La relativité, c'est un espace-temps lisse, courbe. La mécanique quantique, c'est un monde de probabilités, de sauts, de fluctuations. La relativité ne prend pas en compte l'incertitude. Et surtout, elle prédit des points où elle ne marche plus, les singularités, au cœur des trous noirs et au Big Bang, des points de densité infinie. Pour comprendre ça, il nous faut une théorie qui unifie les deux. Une théorie de la gravité quantique. Le Graal de la physique. Une théorie du tout. Et le livre parle de la piste la plus sérieuse, la théorie des cordes. Oui, c'est une idée mathématiquement très belle. Les briques fondamentales de l'univers ne seraient pas des points, mais de minuscules cordes qui vibrent. Et chaque vibration correspondrait à une particule différente. C'est ça. Une certaine vibration donne un électron, une autre un photon. La gravité elle-même serait juste une de ces vibrations. C'est une tentative de tout décrire dans un seul cadre. Mais il y a un hic, non? Ces fameuses dimensions supplémentaires. C'est la particularité, oui. Pour que les maths fonctionnent, la théorie a besoin de plus de dimensions que nos 3 d'espace et une de temps. 11 en général. Oui. L'idée, c'est que ces dimensions en plus seraient repliées sur elles-mêmes à une échelle si petite qu'on ne les voit pas. C'est une théorie magnifique, mais pour l'instant invérifiable. C'est le problème. Alors, où est-ce que ça nous laisse tout ça? On est passé d'une Terre plate sur des tortues à un univers en expansion, peut-être fait de cordes vibrantes dans 11 dimensions. C'est un sacré chemin. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le livre conclut sur cette question fascinante. On peut imaginer qu'on trouvera cette théorie unifiée un jour. Mais même si on l'a, ça restera des équations sur un tableau. Ça ne répondra pas à la question ultime. Exactement. Et je cite Hawking, « Qu'est-ce qui insuffle le feu dans les équations et crée un univers qu'elles peuvent décrire? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Là, on sort de la physique, on entre dans la philosophie. C'est ça. Et la conclusion de Hawking est à la fois humble et incroyablement ambitieuse. C'est-à-dire? Il suggère que si on trouve cette théorie complète, elle devrait un jour être compréhensible par tout le monde, pas juste par quelques spécialistes. Et qu'à ce moment-là, on pourrait tous participer à la discussion? Philosophes, scientifiques, citoyens, on pourrait tous se demander pourquoi nous,
et l'univers existant. Et il termine avec cette phrase qui donne le frisson. Laquelle? Si nous trouvions la réponse à cette question, ce serait le triomphe ultime de la raison humaine, car nous connaîtrions alors la pensée de Dieu. Ce n'est pas une phrase religieuse? Non, pas au sens traditionnel. C'est plutôt une invitation à se demander si la structure la plus profonde de la réalité est quelque chose que notre esprit peut espérer un jour comprendre entièrement. Et c'est là-dessus que le livre nous laisse.